Bonjour, merci. Claude Agut prend place à mes côtés. Il m'a demandé de l'accompagner pour l'organisation présentation de cette conférence de presse consacrée aux ventes. Les participants à cet événement, car c'en est un dans le monde du marché de l'art. À mes côtés, Claude Agut, commissaire-priseur. Vous êtes tricéphale, puisque vous êtes à la fois à Drouot, à Neuilly et à Lyon, dans l'hôtel des ventes le plus beau de France, des Brotteaux. Et c'est à vous qu'on a confié la charge, et j'ai bien dit la charge, car c'en est une, des ventes des collections Aristophil. Aux côtés de Claude Agut, Hugues de Chabannes, directeur associé de l'établissement. Alors lui, c'est un atypique, c'est un ingénieur centralien. On lui a demandé ce qu'il venait faire dans cette aventure. Il va vous dire qu'il a quand même un tout petit peu d'expérience en matière d'organisation, de gestion de flux, de logistique, etc. Vous verrez qu'il joue un rôle peut-être dans l'ombre, mais déterminant. Un peu plus loin, sur ma droite, Didier Griff. Alors, c'est un ancien confrère de Claude Agut. Il était commissaire-priseur. Il a longtemps travaillé à Lyon. Mais aujourd'hui, il a compris que métier de commissaire-priseur, on peut attraper un durillon à force de taper du marteau. Et qu'il valait mieux qu'il soit ce qu'il est devenu, l'expert et le conseil avisé en matière de meubles, d'objets d'art et dans tous les domaines, qu'il s'agisse de judiciaire, de litige, d'arbitrage, et même, et c'est surtout ce qui justifiera votre présence, de déontologie. Aux côtés de Didier Griff, Michel Maquet, président de la SFEP, le syndicat des experts professionnels. Didier Griff a d'ailleurs été le vice-président du même syndicat. Là encore, Claude Agut a souhaité s'entourer de compétences, pas forcément de compétences dans l'art et la manière d'apprécier les collections Aristophil. Michel Maquet est un expert en peinture, mais il est lui aussi le représentant de ces syndicats professionnels qui sont incontournables dans une telle affaire. C'est une affaire compliquée qui part sur de mauvaises bases, puisque l'affaire Aristophil, au début, est d'abord apparue comme une affaire relevant de la justice, et la justice est toujours concernée, mais on n'est pas là aujourd'hui pour aborder l'aspect pénal de l'affaire Aristophil. On est là pour aborder la représentation qui s'en fera à travers les ventes qui seront organisées par la maison Agut. Claude Terrello, expert bien connu, alors lui a fait ses débuts chez Pierre Bérès. Ça ne vous rajeunit pas, Claude, hein? Exactement. Voilà. Bon. Mais là, c'est une autorité reconnue en matière d'expertise dans ses domaines de prédilection, le surréalisme. Et comme dans la vente des collections Aristophil, il y a quelques trésors, cette présence est parfaitement justifiée. Aux côtés de Claude Terrello, Jacques Benelli, qui nous a rejoints. Merci. Alors là aussi, c'est une autorité de la qualité expert garantie. Ariane Adeline est à ses côtés. Ariane Adeline, vous ne la connaissez pas comme expert dans les ventes publiques en général. C'est une médiéviste, une chartiste, paléographe. Archiviste. Voilà, archiviste, paléographe. Et sur tout ce qui relève d'avant le XVIe siècle, je crois que sa présence est indispensable. C'est très intéressant comme initiative de la part de Claude Agut de l'avoir sollicité pour la partie de tous les documents anciens. Et là, vous avez quelques monuments et également de la littérature. Parce qu'on ne va pas passer la matinée à dissocier l'ivraie du bon grain, mais incontestablement, dans les collections Aristophil, il y a du bon grain, même si, par ailleurs, on peut trouver l'ivraie. Sophie Perrine est de l'établissement Agut, commissaire-priseur depuis quelques années. Je ne rappellerai pas votre carrière dans les plus brillantes maisons de vente aux enchères de la région parisienne, surtout du sud de la région parisienne, mais c'est vous qui êtes la pierre philosophale, la pierre indispensable, responsable de l'organisation de toutes ces ventes. Et croyez-moi, là aussi, l'attelage Agut suppose que l'on tire très fort, et vous verrez, vous comprendrez très rapidement comment et pourquoi. Maude Vignon, c'est la grande cheftaine de l'organisation de cet événement. Sans elle, rien ne se ferait. La preuve, c'est que nous sommes là ce matin. Voilà. Je vais d'abord demander à Claude Agut de nous dire l'essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, dans votre carrière de commissaire-priseur, qui était émaillée de quelques faits d'armes, de quelques histoires compliquées, c'est pas un métier facile, un jour, vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure des collections Aristophil? Bon, tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être présents. Merci aux deux attachés de presse, In the Mood et l'attaché de presse de Drouot d'avoir organisé cette réunion. Et merci d'être venus. Bon, alors ici, j'ai la chance d'avoir une affaire qui marche bien
avec une équipe que vous voyez ici, qui s'occupe de bijoux, d'Extrême-Orient, de tableaux modernes, de meubles, tout ça, de voitures. Tout ça marche bien et en définitive, en vieillissant, j'aime bien mon métier et je n'ai pas envie de ne rien faire, de les laisser travailler et de les assister autant que possible. Donc j'ai envie de continuer. Et cette affaire qui m'est arrivée par un appel d'offres m'a emballé, m'a plu énormément parce que le métier de commissaire-priseur est un métier, effectivement, comme vous le disiez, Olivier, compliqué, mais qui a deux facettes. La première, qui est celle qui est la première, la primordiale, c'est l'amour des objets, le fait de découvrir des objets, de s'y intéresser. Et je vous dis que dans cette affaire Aristophile, je me retrouve à consulter des biens extraordinaires. Une lettre écrite par Louis XVI le jour, quelques heures avant qu'il parte à Varennes. C'est absolument ahurissant de pouvoir avoir ça en main et de vivre ce moment-là comme lui il l'a vécu en l'écrivant. Donc c'est absolument formidable. Donc les objets, c'est une chose, mais également il y a une chose qui m'intéresse vraiment dans ce métier, c'est les hommes. C'est-à-dire les hommes, les gens, la personnalité des gens, la personnalité des gens qui ont investi dans ces manuscrits. Pourquoi les rencontrer? J'en ai rencontré peut-être 2 ou 3 000 et je vous assure que c'est passionnant. Et puis en plus, l'organisation de tout ça a été passionnante. Et comme je suis très épaulé par toutes mes équipes, je peux maintenant, avec Hugues de Chabannes, je crois que j'ai consacré 80% de mon temps depuis un an à cette affaire Aristophile. Elle a monté et elle a démarré, si vous voulez. Alors vous avez vous-même posé la question, comment est-ce que l'affaire est arrivée? Vous dites à travers un appel d'offres. Pas forcément un appel d'offres si vous voulez vendre les souvenirs de votre grand-mère aux enchères. Oui, mais jamais, je pense, un tribunal des liquidateurs, un tribunal de commerce, un tribunal de grande instance a eu à gérer une telle affaire. Une telle affaire est une affaire qui sort vraiment de l'ordinaire, 130 000 manuscrits, 18 000 propriétaires, tout ça très controversé, une affaire pénale. Comment avancer dans un dossier comme ça? Donc, si ce n'est en demandant à plusieurs commissaires-priseurs ou à tous les commissaires-priseurs. Je ne suis pas à l'origine de l'appel d'offres, donc bien entendu, je ne sais pas à qui il était adressé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on a reçu un appel d'offres, et cet appel d'offres était assez comment dire, compliqué. Il fallait arriver à monter une opération, s'occuper des assurances, s'occuper du transport, s'occuper du gardiennage. Tout ça a fait que notre réponse à l'appel d'offres devait faire peut-être une 50aine ou une 60aine de pages de schémas, de devis, de choses comme ça. J'aurais pas pu le faire sans Hugues de Chabannes, qui est centralien et qui n'a pas du tout la formation un peu, comment dire... enthousiaste d'un commissaire-priseur, il est beaucoup plus appelé à gérer les choses, et tous les deux, ça fait une bonne équipe. Moi, je rêve un peu, donc je suis prêt à tout. Et lui est beaucoup plus classique et beaucoup plus raisonné dans ses réponses. Donc les deux, on a pu répondre à un appel d'offres. Comment est-ce qu'un tribunal aurait pu désigner tel commissaire-priseur pour faire ça? D'ailleurs, l'appel d'offres, je vous dirais... En finale, tout le monde était intéressé par cette opération. En finale, qui a répondu à l'appel d'offres? Nous. Et qui a été élu? Nous. Mais on était les seuls à répondre, en définitive. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire, Claude Agut? Quel est l'objectif que vous poursuivez? On nous a demandé, dans un premier temps, le tribunal de commerce nous a demandé de trier les manuscrits. Les manuscrits n'étaient pas, quand on dit le mot trier, les classer, on se dit c'était un grand bazar. C'était pas du tout un grand bazar, c'était chez Chenu, dans 6 pièces, bien rangées sur des étagères, mais impossibilité de trouver quelque chose. Une pièce qu'on voulait récupérer, où est-elle? Dans une des 6 pièces, au milieu de 130 000 autres manuscrits. Donc notre travail à nous a été donc de déménager tout ça, très compliqué, d'abord de mettre en carton sous le contrôle d'un huissier de justice qui a tout pointé qui était présent pendant 3 ou 4 mois. Ne vous fatiguez pas parce que vous n'avez pas le droit de faire visiter l'endroit où tout ça est stocké, entreposé et rangé, mais nous avons fait l'autre jour une petite visite dans laquelle je vous propose de nous accompagner, petite visite guidée par Claude Agut de cet endroit tenu secret où sont entreposés les 130 000 documents des collections Aristophile. Nous y allons avec Claude Agut. Je vous ouvre les portes d'un blocos
qui est particulièrement protégé, si vous voulez bien me suivre, avec des systèmes qui sont multiples d'ouverture. Tout compte est très contrôlé au fur et à mesure. Voilà, entrée, venez. Et là, on rentre dans une pièce avec un nouveau système de contrôle. Entrée. Vous êtes maintenant dans une des premières salles, qui est une salle coffre-fort très particulière avec des systèmes de sécurité démultipliés, des caméras tous les 3 mètres carrés, un système de soufflerie, d'hygrométrie, de température qui est contrôlé au millimètre. Et tout ça a été fait pour cette occasion. Nous avons donc transporté, récupéré 130 000 manuscrits. 130 000, c'est considérable, 6 camions, 7 camions, sécurisés, enfin tout était très compliqué. Et nous les avons tous triés les uns après les autres en présence d'un huissier de justice, et cela pendant 6 mois avec une dizaine de personnes et d'experts. Manuscrits, livres, tableaux, mais globalement ce sont surtout des manuscrits. Bien rangés, mais un tas, 130 000, et tout a été trié, organisé, et maintenant sur les 130 000 œuvres, si vous me demandez quelque chose, il nous faut 1 minute et demie pour le trouver. Donc nous, notre travail a été de reprendre tous ces lots, de leur attribuer, de les repérer, de reprendre le numéro, de pointer avec une liste informatique que nous avions et d'arriver à faire quelque chose qui soit exploitable. Parce qu'autrement, je pense que dans la situation antérieure, pour trouver ce numéro 3070, si je l'avais voulu, il m'aurait fallu 6 mois au milieu de l'ensemble. Maintenant, il nous faut 1 minute et demie. J'ai été nommé pour gérer ça en septembre 2016, et donc maintenant nous sommes à plus d'1 an d'organisation. Un travail de bénédictins, pas de bénédictins seuls, une vraie abbaye. Les gens qu'on a embauchés étaient enthousiastes, et c'était un peu une usine à idées dans la mesure où il fallait que tout soit organisé. Vous voyez les étagères, la hauteur, là, et on a fait intervenir un architecte pour cette organisation logistique. On a fait intervenir un ancien directeur de la sécurité au Louvre, un ancien conservateur des archives qui nous a dit comment il fallait faire pour faire ci, pour faire ça. On a monté une usine à gaz qui marche. Là, je vous laisse la paternité de la formule, l'usine à gaz qui marche, mais on doit arriver à faire des usines à gaz qui marchent. Alors, ce n'est pas complètement une usine à gaz, d'abord parce que Hugues de Chabannes s'en est occupé, et ensuite parce que vous n'étiez pas tout seul. Vous avez dit une dizaine de personnes qui ont travaillé, qui travaillent encore à temps plein. Oui, alors donc effectivement, tout a été dit dans les grandes lignes, mais c'est vrai qu'Aristophile, c'est aussi un vaste projet logistique. Ça peut paraître étonnant de parler de logistique pour une collection pareille, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que quand on a été retenu en octobre, il a fallu qu'on crée une équipe projet et qu'on se mette en mode projet. Et même si je suis l'ingénieur, je suis aussi enthousiaste de ce projet lui-même, qui est absolument incroyable. Comme on l'a dit, il s'est agi de rapatrier dans des locaux sécurisés 135 000 œuvres. On les a mis dans 1000 cartons scellés par des huissiers qu'on a transférés dans 7 transports, comme tu l'as indiqué, tous ces cartons étant mis en palettes, chaque palette pesant 400 kilos et valant en valeur d'achat 10 millions d'euros. Moi, j'ai mené pas mal de projets logistiques dans ma carrière d'ingénieur, mais jamais j'ai transporté des palettes qui avaient une valeur d'achat de 10 millions d'euros. Donc c'était un challenge. Il faut rappeler, et c'est Claude Agut qui le fera, qu'on est dans un cadre judiciaire. On n'est pas dans des ventes volontaires, on démarre sur un dossier que le tribunal vous a confié. Oui, c'est ça, ça a été effectivement le point de départ, et c'était cette réponse dont tu as parlé, et dans laquelle je pense que la qualité de la mise en place du projet technique logistique a joué dans le fait qu'on a été retenu. C'est vrai qu'à la fin, il n'y avait plus beaucoup de candidats, mais malgré tout, on a bien perçu tous ces aspects, parce que en fait, c'est un challenge absolument incroyable ce qu'on a pris, ce que Claude a pris, mais on a voulu absolument sécuriser tous les risques. Et c'est pour ça qu'on a monté un dossier très complet, et c'est pour ça que ce projet qu'on mène maintenant depuis pratiquement 1 an, jour pour jour, on n'a pas eu une seule vraie surprise ou anomalie, parce qu'on a tout prévu au millimètre, et que jusqu'à la dernière
palette, on avait prévu les emplacements et que, au bout du compte, il nous restait 5 mètres carrés comme prévu dans les locaux qui étaient dédiés à ça. Voilà, donc c'est un projet magnifique pour lequel on a engagé 15 personnes. Et des moyens. Et des moyens. Pour donner une idée de chiffres, malgré tout, le projet, c'est un projet sur 6 ans minimum, comme on l'a dit. Ce sera peut-être 10 ans, mais 6 ans minimum. Donc on a fait un business plan, parce que je suis aussi l'homme des chiffres, sur 6 ans. Et sur 6 ans, on investit 1 million d'euros en personnel, 700 000 euros en gardiennage, parce qu'on a un gardien dédié uniquement à cet espace. Dans le site de stockage précédent, il y avait aussi des gardiens de nuit, mais là, on a un gardien qui est à 2 mètres des locaux, qui peut intervenir en 15 secondes. Or, en cas d'incendie, qui est le risque majeur, chaque seconde compte. Donc c'est une sécurité maximale qui nous a permis d'ailleurs de réduire les coûts d'assurance, mais c'est un coût important. On a 600 000 euros d'assurance, on a 300 000 euros de travaux qui ont été faits, et on a beaucoup misé sur l'informatique, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une composante majeure de ce type de projet. Le budget informatique est de 300 000 euros, et ça nous a permis d'avoir cette optimisation, comme dit toujours Claude, quand on rentre dans les locaux, il nous faut 1 minute pour trouver une œuvre. On rentre dans les locaux avec une tablette dans laquelle vous tapez le nom d'une œuvre et en 1 minute, on peut retrouver l'œuvre parce que tout est référencé informatiquement. Ça a été ça, un peu le grand succès de cet inventaire gigantesque qu'on a mené. Alors, un autre dernier point, depuis le début de ce projet, on a tous les jours entendu dire « mais ça n'est pas possible ». Ça n'est pas possible de transférer toutes ces œuvres, ça n'est pas possible de faire l'inventaire en 3 ou 4 mois, ça n'est pas possible de faire les restitutions d'ici la fin de l'année. Jusqu'à maintenant, on a respecté tous nos délais. On a mis 4 mois peut-être pour l'inventaire au lieu de 3, mais on l'a fait. Et c'est notamment grâce à cette informatique. À l'autre bout de la chaîne, il y a quand même les gens qui amènent cette vente. Alors, corps défendant, certes, ce sont les clients d'Aristophil. Ils sont combien? On a dit 17 000, 18 000 18 000 pour à peu près 30 000 contrats. Quelle est la nature de votre relation avec le vendeur? Est-ce que tout passe par le liquidateur? Ou bien est-ce que vous les connaissez? D'habitude, ici, quand vous avez la vicomtesse de la Morbonnais qui vient vous voir pour vendre ses commodes Louis XV, vous la connaissez, vous lui faites le baise-main et vous mettiez d'accord avec elle. Là, vous avez combien d'interlocuteurs en face de vous? 18 000. 18 000. Alors ça, c'est le côté, qui est également intéressant de ce dossier, c'est qu'en face de nous, on a des personnes qui ne sont pas des personnes qui ont l'habitude de vendre, qui n'ont pas l'habitude, pour la plupart, d'avoir des objets d'art. Ils ont acheté un produit financier qui, en même temps, était une œuvre d'art. C'est une clientèle différente, si vous voulez. Et on les a rencontrés. Moi, j'en ai rencontré beaucoup parce que j'ai eu pas mal. C'était pas du tout ma mission. J'étais pas obligé de les rencontrer, mais néanmoins, on ne peut pas se baser uniquement sur l'informatique et avoir pour chaque œuvre un numéro qui correspond à 1000 personnes, 2000 personnes. Donc, spontanément, je suis allé dans pas mal de villes de province, une vingtaine de villes de province, et j'ai organisé dans des salles d'hôtel, Kyria, pas Novotel, non, Kyria, Ibis, pas Formule 1. Claude Agut n'est pas passé par Clermont-Ferrand pour rien. Voilà, il en a gardé des habitudes de modestie et d'économie. On est tous les deux auvergnats. Non, c'est pour être dans l'esprit du dossier. Et je rencontrais des gens, à chaque fois, une centaine de personnes, 150 personnes que je ne connaissais pas avant, qui arrivaient et qui m'expliquaient, je faisais connaissance et je leur expliquais comment on s'occupait de leur dossier pour comprendre mieux un petit peu quelle était l'histoire de tout ça, quoi. Il y a deux populations. Il y a les gens qui ont acheté une œuvre Aristophil en pleine propriété, et puis d'autres qui sont en indivision. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait en disant j'ai 50 ou 100 000 euros, il achetait une œuvre. Voilà, ça coûte 50 000, 100 000. Ne jugeons pas le prix, c'est comme ça. L'autographe de Claude Agut, voilà. Ça vaut pas ce prix-là. Voilà. Bon, mais comme ça, c'est autre chose. C'est 50, 100 000, une personne, une œuvre. Ça, c'est ce qui s'appelle des Amadeus. C'est pas très compliqué. Donc la mission était de leur rendre. L'œuvre de façon à dégager
la liquidation qui est pour l'instant gardienne de ces œuvres. Alors, rendre l'œuvre s'il le voulait, rendre l'œuvre s'il ou le voulait, vous demander de la vendre. Mais la plupart, mais même 90%, sont vendeurs. Ils n'ont pas vocation, ils n'ont pas envie de garder une œuvre chez eux. Ils l'ont achetée, mais même quand ils l'ont achetée, ils l'ont laissée sur place dans le musée d'Aristophile. Aujourd'hui, si ces gens-là viennent vous voir en disant « je veux récupérer le lot que j'ai acheté Amadeus », vous leur rendez. Voilà, on fait un document, on leur rend, ils repartent avec. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, l'œuvre est rendue, et évidemment, la plupart nous disent on aimerait bien la vendre. Ensuite, ça, c'est le second temps. Mais c'est une autre. D'accord. Et alors, pour les indivisions, parce qu'on sait que la plupart des lots des collections Aristophile proviennent de ces indivisions. Ils ont acheté des morceaux de trésors, de la littérature. Des œuvres très importantes peuvent être propriétaires de 2000, 3000 personnes, qui sont donc une indivision. L'indivision a un nom. Et le tribunal de grande instance a jugé qu'il n'était pas possible d'arriver à ce que ces 2000 ou 3000 personnes soient d'accord ensemble pour vendre au même moment, ce qui est impossible. Déjà, dans une famille, c'est déjà souvent difficile. Donc, le tribunal de grande instance a nommé un administrateur judiciaire qui les représente et qui prend les décisions à leur place avec toutes les précautions nécessaire, c'est-à-dire qu'il consulte, il prend son temps et il y assiste. Et quand il a une décision à prendre, il la fait approuver par un juge du tribunal de grande instance. Donc tout ça est très contrôlé, tout ça est très compliqué, mais tout ça avance doucement, mais avance. Quand vous dites que ça avance lentement, mais ça pourrait avancer encore plus lentement si vous n'aviez pas décidé quand même d'engager ce processus des ventes. Voilà. On va y venir. Vous dites contact avec les indivisaires, mais ils sont aussi représentés par des associations. Dès le début de l'affaire Aristophile, on a vu de nombreuses personnes se regrouper sous diverses bannières. Comment est-ce que ça se passe? Avec qui est-ce que vous discutez finalement? Avec l'administrateur, mais pas seulement. Alors, effectivement, alors, donc, parmi les... Donc, comme vous disiez, je suis l'ingénieur et le garant du process dans cette affaire, et on est encadré, et c'est une bonne chose, d'une part par la liquidation judiciaire et le tribunal de commerce pour ce qui concerne les biens propres et les Amadeus et la restitution des Amadeus, et de l'autre par l'administrateur des indivisions qui lui-même est en contact avec les associations. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est les premiers contacts qu'on a pu avoir avec les associations ici. Il faut quand même reconnaître qu'un des facteurs qui nous a aidé, si je puis dire, c'est la grande confiance de la liquidation judiciaire dès le départ. Nous, on avait confiance, mais il y a tellement d'intervenants qui ont tellement d'avis différents que cette confiance de la liquidation judiciaire était importante. Ensuite, sont intervenues les indivisions pour ce qui concerne les associations pour les indivisions. Et là, leur première réaction a été de dire, mais à Gut, gardez nos œuvres, inventoriez nos œuvres, qu'est-ce qui fait que vous êtes en mesure de le faire ? Et c'est là qu'à nouveau, les précautions et la préparation qu'on a faites en constituant un comité scientifique avec des spécialistes de sécurité, d'incendie, etc., ont contribué à ce climat de confiance. Voilà, moi, mon rôle vis-à-vis de l'administrateur et des indivisions, c'est sur ces questions-là, c'est de rassurer sur la garde, la conservation, le processus d'inventaire de ces œuvres, et ce climat de confiance qu'on avait dès le départ avec la liquidation judiciaire, progressivement, on l'a également acquis auprès de l'administrateur et des associations. Sur le plan juridique, vous êtes sûr de votre fait, Claude Agut? Vous n'aurez pas un obstacle de dernière heure? On a vu en France, dans des affaires analogues, sinon équivalentes, autour des bronzes, par exemple, on a vu les procédures, au bout de 17 ans, la procédure n'a toujours pas abouti. Là, j'ai presque envie de vous dire, pour une affaire qui a démarré en 2015, c'est relativement rapide. Non, mais j'espère que nous n'aurons pas d'obstacle. Pour l'instant, nous en avons eu tous les jours un que nous avons surmonté. Oui. Mais pour l'instant, on avance. On avance, et pour l'instant, ce matin, il ne s'est rien passé. Vous êtes là, mais ce matin, pas d'obstacle. Bon. Alors, on en vient à cette vente que vous annoncez, qui sera la première des ventes des collections Aristophile. Comment est-ce que vous l'avez conçue, organisée, avec Sophie Perrine, ici présente, qui va peut-être compléter ce que dit Claude? Bon, je vais essayer d'être le plus concis possible. Nous avons des œuvres dans des thèmes très, très différents. Il y a des tableaux, il y a des livres, il y a des manuscrits, il y a une météorite, il y a des bronzes, il y a des souvenirs napoléoniens. Tout ça est très, très, très varié
si, malgré tout, une grande partie, ce sont des manuscrits de toutes les époques. Néanmoins, c'est très varié. Donc, on a prévu de faire des ventes transversales, c'est-à-dire que plutôt que vendre la liquidation, parce qu'il y a des biens qui appartiennent en propre à Aristophile, ça s'appelle la liquidation. Donc plutôt que de vendre la liquidation comme ça aurait pu être fait normalement dans une liquidation normale, on vend les biens de la liquidation, on passe à autre chose. Il y a d'ailleurs des biens d'Aristophile qui ont déjà été vendus par décision de justice, mais ça n'était pas les collections des propriétaires. C'était les biens propres d'Aristophile, notamment l'hôtel particulier, l'hôtel de la Salle. Voilà. Donc nous avons des biens dépendant de la liquidation. Nous avons des biens, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, appartenant à des personnes, une personne, une œuvre, s'appelle les Amadeus, et nous avons les indivisions. Il apparaît, évidemment, en regardant ça, et un enfant le verrait, il y a des œuvres de Mozart qui sont dans la liquidation, dans les Amadeus et dans les indivisions. Plutôt que de faire une vente verticale, nous prendrons sur le long terme des œuvres de la liquidation concernant Mozart, des Amadeus et des indivisions, de façon à faire des ventes à thème. Il y a une quinzaine de thèmes, avec des thèmes différents. Nous ferons des ventes transversales qui prendront des œuvres un petit peu dans toutes les instances, dans toutes les parties différentes en tant que propriétaire, de façon à faire des ventes à thème et pas des ventes venant de l'origine. Sophie Perrine est très inquiète. Vous avez une quinzaine de thèmes. Elle cherche désespérément. Elle en avait identifié. Non, il y a plein de thèmes. Il y a 8 grandes familles avec des sous-thèmes. Donc on est à plus que 15 thèmes. Par exemple, voilà, on a cité la musique, par exemple. Oui, voilà, la musique, la littérature, les beaux-arts, l'histoire, les sciences. Le surréalisme. Oui, mais ça fait partie des beaux-arts, correspondance, et on essaiera de marier un petit peu tout, justement, dans une vente... en 2018, de mélanger tableau, dessin et des écrits de ces artistes. Voilà. Et l'idée, c'est de maintenir un niveau de vente qui fasse qu'il n'y ait pas la première vente fastueuse et puis après, on vendra les broutilles. Non, parce qu'on en a pour quelques années, donc je pense qu'on maintiendra des ventes peut-être prestige, des ventes un peu plus courantes, et puis voilà, il faut tenir sur la longueur, donc je pense qu'on ne va pas vendre... Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on a l'ambition d'avoir des catalogues semblables par la présentation, et qui dans tous, chaque fois que quelqu'un recevra un catalogue, le numéro 1, le numéro 5, le numéro 100, il aura toujours envie de l'ouvrir en se disant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et il y aura toujours des œuvres intéressantes dans chacun des catalogues. Si on fait des belles ventes au début et qu'après on vend livrets, comme vous disiez tout à l'heure, à la fin ça deviendra très fastidieux pour les acheteurs, et même pour nous, les gens n'ouvriront plus les catalogues. Donc notre idée, afin de défendre au mieux ces ventes qui sont quand même extraordinaires, et cette collection qui est extraordinaire, l'idée c'est de planifier tout ça. Si on planifie tout ça à partir de la deuxième vente, néanmoins la première est tout à fait différente, et ça je réponds à votre question, puisque la première vente va être un moyen de présenter les ventes suivantes. Donc ça va être un éventail très ouvert de toutes les matières, avec une présentation générale de la collection Aristophile. Mais si j'écoute Sophie Perrine, ça veut dire que dans la vente numéro 17 ou 53, il y aura des lots intéressants, il y aura des lots en matière de manuscrits musicaux, j'aurai du Wagner. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a présenté dans la vente inaugurale, c'est que vous avez des lots très très intéressants, comme le rouleau du Marquis de Sade, qui est estimé à plusieurs millions d'euros. Vous avez aussi des œuvres à 30, 50 000, et vous avez des œuvres à 1 000 euros. Voilà. Dans chaque famille, il y a, je dirais, un top lot, un lot très intéressant. Et dans chaque vente, il y aura un top lot et des lots... Oui. Je pense qu'il faut... après, on organisera tout ça. Il y a beaucoup de top lots, mais il y a aussi beaucoup d'œuvres moyennes, de qualité courante. Mais les œuvres moyennes seront portées par les œuvres les plus intéressantes. J'ai cru vous entendre dire, il y en a pour plusieurs années. Vous confirmez que vous êtes parti sur un business plan étalé. On est parti jusqu'à notre retraite. Oui, c'est-à-dire que ça c'est la... Alors, sur le cœur du contenu, ça c'est pas mon métier, mais effectivement l'organisation de ces 300 ventes sur au moins 6 ans, notre rôle à Maud et moi, c'est de faciliter au maximum l'organisation de ces ventes en mettant à disposition d'abord notre outil qui sert à aussi constituer les ventes, l'outil informatique notamment, et à programmer, parce que nous allons travailler à plusieurs maisons de vente, et nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, également encadrés
par d'un côté la liquidation judiciaire, de l'autre l'administrateur des indivisions. Donc nous on a un rôle, et l'administrateur des indivisions ayant constitué un collège pour lui donner un avis et donner des conseils par rapport aux propositions qu'on peut faire. Donc nous on est en quelque sorte au milieu d'un côté des maisons de vente, de l'autre de nos clients, si je puis dire, vendeurs, et donc on a un rôle d'organisation optimale pour que ça se passe de façon fluide. C'est juste par rapport à une vente normale, on a les échéances de catalogue, de photos, d'expertise, très bien. Mais là, en plus de ça, on a les échéances d'autorisation du tribunal de grande instance, les échéances d'autorisation du tribunal de commerce, les reportings que l'on fait à la liquidation judiciaire et à l'administrateur des indivisions. Donc pour que tout ça ne soit pas un poids, notre rôle en tant que logisticien de cette affaire, c'est de préparer les choses au mieux pour laisser libres les hommes de l'art, j'ai envie de dire. Je qu'à moitié, un commissaire-priseur bien conservé, normalement constitué, qui organise des ventes régulièrement, même s'il a 3 sites de vente, il fait combien de ventes dans l'année? Vous en faites quoi? 150 ventes. Il y en a qui en font beaucoup moins. Là, vous en avez, s'il y a 130 000 lots et qu'on en met 300 par vente. Il y a 50 ventes par an, voilà. Et en gros, ça va être peut-être... Donc on verra que vous ne ferez vraisemblablement pas ça tout seul. On verra tout à l'heure comment et pourquoi. Si je peux rajouter simplement le fait de planifier, il y a 2 raisons. D'abord, il faut que les vendeurs, il faut se défendre les vendeurs qui ont investi dans cette opération. Si on vend toutes les belles choses et après les petites, bon, ça ne sera pas bien. Donc, il faut planifier tout ça. Ensuite, il faut que le marché puisse absorber également tout ça. Si on vendait toutes les belles œuvres très rapidement, les acheteurs vont s'épuiser, n'auront plus de fonds. Il faut les laisser régulièrement et faire des ventes régulières pour qu'ils puissent refaire un petit peu qu'ils travaillent et qu'ils puissent racheter de nouveau 1 an plus tard. Ouais. On va voir avec qui vous avez envisagé l'opération, parce qu'on a bien compris dès le début que vous n'avez pas décidé de faire ça tout seul. Maintenant, on va essayer de voir d'abord comment vous êtes entouré d'autorités morales, déontologiques et professionnelles. On va solliciter quelques-unes d'entre elles. Didier Griffe, par exemple, comment est-ce que vous venez dans cette affaire? Uniquement parce que vous avez usé vos fonds de culotte avec Claude Agut? Oui. Il y a eu les fonds de culotte, il y a eu d'autres choses. Mais en fait, non, la connaissance de la profession que je peux avoir depuis maintenant 47 ans fait que tant pour la partie commissaire-priseur, pour la partie expert, pour la partie organisation des ventes, mais comme vous le disiez tout à l'heure, aussi pour les complications, les litiges, l'application simple des textes ou des façons de procéder permettait d'avoir des points de repère et donner quelques conseils pour que les ventes se passent du mieux possible, défendre les intérêts évidemment des investisseurs et réunir les bons professionnels. Les professionnels qui sont réunis pour organiser ces ventes ont un passé qui plaide pour eux. Ce sont des grands professionnels. Ils font des ventes importantes, comme ils font des petites ventes, parce qu'une petite vente, ça peut être compliqué et difficile. L'organisation matérielle et technique est là. Les experts sont de qualité. Les objets sont connus. Et effectivement, il y a l'organisation sur le temps de toutes ces ventes et éviter que le marché explose. Mais vous allez avoir à valider un certain nombre de choix qui vont être opérés par Claude Agut. Par exemple, avec qui va-t-il vendre? Il y aura d'autres maisons de vente associées. Tout ça relèvera de votre autorité. Vous allez porter un avis, vous allez prendre une décision. In fine, c'est quand même le responsable de la liquidation qui va décider de tout, du début jusqu'à la fin. C'est le liquidateur judiciaire qui nous a demandé de l'aider, l'administrateur judiciaire de l'aider, et nous avons un rôle consultatif et permettre de donner quelques conseils. Vous-même, Michel Maquet, même chose, en tant que représentant d'un syndicat d'experts professionnels, vous serez parmi les gens consultés sur la pertinence de tels choix d'experts spécialisés, etc. Oui, l'objet de la mission, déjà, il faut le rappeler, c'est un collège qui, pour l'instant, est composé de 3 personnes, dont Didier et moi-même. Ce collège, en effet, aura à se prononcer au titre des indivisions, à travers les questions que pourra poser Maître Hott, l'administrateur pour les indivisions, ou si nous-mêmes nous avons des observations. Donc pour l'instant c'est tout nouveau. Il faut savoir qu'on a été validé le 8, donc vous voyez, c'est par les indivisions. Tout ça à chaque fois fait l'objet d'allers-retours. Évidemment,
au titre des indivisions, mais avec un regard sur la cohérence de l'ensemble, mais une fois de plus, dans le cadre d'un avis consultatif. On a parlé de Frédéric Mitterrand parce que vous lui avez demandé, et a priori, il a accepté de faire partie de ces comités de sages, appelons-les comme ça. C'est-à-dire que, en tant qu'aide, dans le fait que j'aide Maître Hôte, j'assiste Maître Hôte, j'ai proposé des noms. Les associations ont elles-mêmes proposé des noms pour ce collège. Il y a eu un faisceau, si vous voulez, de noms qui ont été proposés. C'est Maître Hôte qui décide. Il y a donc Frédéric Mitterrand, effectivement, a rejoint M. Griff et M. Maquet. Et donc, ils sont 3. Dans le communiqué de presse, il est indiqué M. Vigne. Ne le reportez pas. M. Vigne, dans un premier temps, avait accepté, et qui est président du SLAM, M. Vigne. Syndicat du livre ancien. Voilà. Et dans un deuxième temps, M. Vigne a refusé la mission pour des raisons qui Ça s'explique assez facilement, parce que les professionnels les plus connus se sont retrouvés à des titres divers, et quelquefois contre leur gré, et quelquefois contre leur désir, mêlés à cette affaire Aristophile, puisque cette affaire Aristophile était essentiellement basée sur une réunion de manuscrits, de livres anciens, etc. C'est pas étonnant. Heureusement, il y a quelques experts qui peuvent opérer. Alors, nous en avons à côté de nous plusieurs. Claude Eterello, par exemple. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans l'affaire? Parce que vous êtes monsieur surréalisme. On m'accorde, oui, le fait que je sois spécialiste de surréalisme et avant-garde, même si c'est un peu restrictif. Hein, je veux dire, bon, allez, on va dire que mes compétences, si on m'en accorde quelques-unes, couvrent le XXe siècle. Mais aussi bien en dessin, aussi bien en manuscrit qu'en livre et en photographie. Alors, on profite de votre présence dans la première vente, oui. Celle du 20 décembre. Il y a un ou deux documents exceptionnels. Dites un mot de... Enfin, il y a plusieurs documents exceptionnels. Je peux parler de deux. L'ensemble de manuscrits d'André Breton, le manifeste du surréalisme. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on a groupé pour cette vente 4 documents qui ont été dissociés, vendus séparément. Voilà. Donc, vous voulez dire vendus et achetés par Aristophile séparément. Aristophile, mais de façon, les documents étaient vendus séparément. D'accord. Soit à l'amiable, soit dans les ventes aux enchères. Et là, ils sont valorisés par le fait qu'ils soient ensemble. Ils sont valorisés par le fait que ça devient un ensemble invraisemblable, unique. Il y a le manuscrit du manifeste. Il y a le manuscrit du manifeste. Alors, il faut comprendre, parce que c'est un peu compliqué. En 1924, André Breton publie le manifeste du surréalisme. Le manifeste du surréalisme, c'est la préface à Poisson soluble, qui est la grande partie du manifeste du surréalisme. On a du mal à comprendre. Donc, dans cette vente, il y a le manifeste du surréalisme, le manuscrit qui a servi à l'édition, à l'élaboration, le manuscrit de Poisson soluble, qui est la suite du manuscrit, avec le manuscrit qui a servi aussi à l'impression, et les cahiers extraordinaires de premier jet de Breton. Là, c'est trop long pour en parler, mais c'est une aventure... pour les amateurs, Breton a une très belle écriture, Sophie Perrine. Parfaitement lisible. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir. Je ne la les gens sont persuadés que les surréalistes étaient des grands agités du bocal et qu'ils avaient des... Parce qu'il n'y a pas que Breton. Char et Lebar ont des écritures superbes et très lisibles. Voilà. Et puis alors, il y a le manuscrit de Sade, on vous l'a collé d'office parce que c'est quoi? Non, on ne me l'a pas, et je regrette. On ne me l'a pas collé et je regrette. C'était un honneur. Donc le manuscrit de Sade, qu'on aperçoit, c'est un rouleau extraordinaire, extravagant. Sade est à la Bastille, je crois en 1784-1785. Qu'est-ce qu'il a d'autre à faire que de faire fonctionner son imagination démente, scandaleuse, et il écrit sur des petits bouts de papier, parce qu'il n'a pas d'autre matériel. Je veux dire, ce qui sera les 120 journées de Sodome et Gomorrhe. Et il arrive à cacher tous les soirs le rouleau. Il arrive à cacher, et ce qui est extraordinaire, c'est que, il est sorti de la Bastille, et entre-temps, il a caché ses documents, qui seront retrouvés plus tard par un pauvre bouc qui se trouvait dans la geôle de Sade. D'accord. Il y a toujours des polémiques sur la valorisation de ce qui était proposé par Aristophile à ses souscripteurs. Là, vous avez avancé des chiffres importants. On n'a pas tenu compte. Je pense que mes confrères diront la même chose. On n'a pas tenu compte des achats et des ventes d'Aristophile. Mais alors, le surréalisme, par exemple, le manifeste, aujourd'hui, vous l'avez estimé pour la vente inaugurale
Entre 4,5 millions et 5 millions. Mais l'ensemble, c'est un ensemble extraordinaire. Ce n'est pas simplement que il y a aussi le second manifeste qui est joint. Quand il a été présenté par Aristophile, Monsieur l'héritier avait dit que ça valait, qu'il avait payé aux uns et aux autres 7 millions. Mais enfin, vous n'êtes pas tellement loin de cette estimation. Oui, mais non, pas tout à fait, parce qu'on a, je veux dire, on a rajouté des documents. Je veux dire, quand Aristophile parle de 7 millions, il oublie de mentionner le second manifeste. D'accord. Okay. Bon, je poursuis avec à vos côtés Jacques Benelli. Alors là aussi, vous avez du travail pour le restant de vos jours, Monsieur Benelli. Oui, on a beaucoup de travail, et donc effectivement, mais dans les livres, effectivement, dans les incunables, parce qu'il y a des incunables absolument extraordinaires, un Saint-Jérôme en 2 volumes, imprimé sur vélin, richement enluminé, et qui a été imprimé par la Société du Gutenberg par Schaeffer. Et donc ça, 1472, ce sont en reliure strictement d'époque. Et ça, ce sont des pièces un peu exceptionnelles. Il y en a d'autres, il y a des incunables en édition Princeps, richement annotés en maroquin. Donc ça, c'est des choses quand même assez exceptionnelles. Il y a des moments où on sent que les experts qui ont été confrontés à ces œuvres se sont pincés en disant, voilà, ça existe, je les ai entre les mains, etc. Et puis surtout, quand on a fait le récollement de tout ça pendant les 6 mois dont parlait Maître Agut, on s'attardait un peu trop, des fois, sur ce genre d'exemplaires, parce qu'on était tellement fascinés qu'on en oubliait de faire le reste. Alors, il y a un autre expert qui... Alors, tout le monde connaît dans la profession Jacques Benelli. On vous connaît moins, Adeline. Alors, comment est-ce que vous vous retrouvez mêlé à cette aventure? Alors, alors, je ne suis pas quelqu'un du monde des enchères, c'est vrai, mais j'ai 25 ans d'expérience dans la librairie ancienne, avec une spécialité dans le manuscrit médiéval. Et donc, en fait, j'ai participé en fait au récollement, et il s'avère qu'il y a un certain nombre de manuscrits enluminés et de manuscrits médiévaux du XVIe qui sont importants. Et une des questions qu'un journaliste m'avait posée m'avait dit, est-ce qu'il y a encore des découvertes à faire? Et c'est vrai que certains de ces manuscrits sont connus, certains sont passés en vente aux enchères, d'autres pas. Et le manuscrit qui sera présenté, qui sera dans la vente inaugurale, est un manuscrit de l'histoire d'Alexandre le Grand, et c'est une découverte. C'était un manuscrit qui était très peu connu, finalement qui était connu des philologues, mais qui avait disparu, et qui n'avait pas été malheureusement correctement décrit au sein d'Aristophile. Il avait été acheté, ils ont très bien fait, mais il n'avait pas été décrit, notamment au niveau de l'identification des armoiries. Ils ont acheté un chat dans un sac. Ils ont presque acheté... pas ce qu'ils avaient acheté. Non, mais quand on est face à 16 miniatures en semi-grisaille comme ça, on ne se trompe pas. Mais par contre, le travail d'identification des armoiries et des provenances n'avait pas été fait. Et en cataloguant ce manuscrit, qui comprend quand même 16 miniatures, peintes par un artiste lillois, qui s'appelle le maître des grisailles Fleur-de-Lysée, on s'est rendu compte qu'en fait, il s'agissait d'un manuscrit princier, important, avec les armoiries de la famille de Clèves, Ravenstein, et qui ensuite a appartenu à toute une série de propriétaires très illustres, la famille de Créqui, chevalier de Malte au XVIe. Le cardinal Dubois tient à faire savoir, voilà. que c'est pas sa famille, c'est pas par la famille du cardinal Dubois. Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça figure dans la vente de la bibliothèque du cardinal Dubois. Donc ça, c'est intéressant. En 1725. Donc il est déjà passé en vente, mais il y a longtemps. Et surtout, on a découvert qu'il s'agissait de l'exemplaire de la famille Van der Cruyss de Vazier, qui est une famille importante de Lille, très très importante. Et donc on a toute une filiation qui n'avait pas été faite. Alors. Et c'est un manuscrit en français qui se lit presque comme le journal, si on arrive à comprendre le S long et le S court. Et c'est vraiment un plaisir, parce que c'est un texte qui réapparaît. Une vraie découverte, oui. Vous avez 30 secondes pour nous faire un petit cours de paléographie. S long, S court. Alors, le S long et le S court, c'est-à-dire que quand vous lisez ces textes, vous vous rendez bien compte que ce qui ressemble à un F, en fait, est un S. Et ce sont les S qui sont pris dans le mot. Le S court, c'est le S en fin de mot.
Donc une fois que vous avez compris que les grands F sont des S, vous pouvez lire comme le journal. C'est en français. C'est un peu sur la langue, vous les Un petit peu, voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment une redécouverte, et pour les philologues, ça sera important, parce que c'est le manuscrit qui était connu, mais qui avait disparu. Tout simplement parce que personne n'avait identifié les armoiries. On vient de voir quelques tout petits exemples de la vente du vin. Voilà. Elles sont dans les vitrines, au fond, ainsi qu'ici. Les objets, les œuvres dont on vous a parlé tout de suite. Bon. On a posé la question tout à l'heure, vous n'allez pas faire ça tout seul, même si je l'ai dit, vous êtes encore vigoureux et que vous pouvez faire de nombreuses ventes chaque année et que vous êtes très bien entouré. On remerciera au passage votre collaboratrice, Maître Luneau, qui a prêté la salle de ce matin. Vous savez qu'elle vend cet après-midi. Oui, voilà, c'est vrai. Oui, alors, l'idée donc est d'aider au maximum les vendeurs, mais également l'idée pour bien vendre est de faciliter la vie des acheteurs. Les acheteurs ont une importance primordiale, évidemment, puisque c'est eux qui lèveront la main. Donc, l'idée qu'on a eue au départ, c'est de leur faciliter la vie en leur faisant des ventes qui soient toujours présentées de la même façon, avec des catalogues qui ont toujours la même maquette. Il n'y aura pas un catalogue en hauteur, un catalogue à l'italienne, ils reçoivent un catalogue. La maquette est toujours la même. Les catalogues seront numérotés de 1 à 200 et seront dans un siècle une pépite elle-même, puisque ça sera la collection Aristophile, mais ils seront toujours pareils. Et ensuite, on a pensé qu'il fallait qu'il soit facile pour eux. Il y a une vente Aristophile, je vais toujours au même endroit. Et cet endroit qui, évidemment, mais pour moi, apparu tout de suite comme évident, c'était l'Hôtel Drouot. Et Alexandre Gicquelot, qui est président de Drouot Patrimoine, est présent. Et on a donc décidé de faire toutes les ventes à l'Hôtel Drouot pour faciliter la vie des acheteurs. Pour un acheteur du fin fond de l'Amérique, venir où est Neuilly-sur-Seine, où est voilà. Donc Drouot, l'hôtel Drouot est connu dans le monde entier, et c'est pour ça qu'on a tenu à ce que ça soit fait de cette façon-là, et avec des confrères, puisque dès le départ on a dit qu'on ne pouvait pas faire toutes ces ventes seuls. L'idée vient de nous, c'est nous qui avons au départ proposé au tribunal de commerce de le faire à plusieurs, parce qu'une affaire comme ça est tellement chronophage, tellement tentaculaire, qu'une société peut en mourir. 200 ventes, comment est-ce qu'on gère ça? On ne peut pas avoir 3 comptabilités, donc autant se mettre à plusieurs pour le faire. Et actuellement, il n'est pas décidé qui seront les autres sociétés de vente. Il y a un petit panel qui a été mis de côté par l'administrateur. Les sages seront consultés. Les sages donneront leur avis. Ensuite, ce sera l'administrateur qui nommera une ou 2 ou 3 sociétés de vente pour nous assister, nous étant de toute façon dans l'opération, heureusement. Moi, j'ai une question qui va peut-être être un petit peu en avance sur les questions de mes confrères. On sait que ces collections d'Aristophile ont une réelle valeur en termes patrimonial. Comment va se manifester, comment peut se manifester la puissance publique? Il n'y a pas que Stéphane Bern qui s'occupe de la défense du patrimoine, même s'il y contribue. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui vous attend? Parce qu'il y a des gens qui se réveillent avec des revendications, les archives nationales. Moi, ce dont je peux parler, c'est du processus qui a été mis en place. C'est toujours l'ingénieur rasoir, mais c'est vrai que je suis aussi garant des process. Et on a eu une réunion avec la liquidation judiciaire au tout début sur la façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a notamment une décision de justice qui a donné accès aux œuvres à l'État. Et nous, avec Maud, on met en place un processus régulier de consultation de ces œuvres par l'État. Il y en a beaucoup, donc c'est un processus long. De cet examen résultent des shortlists, comme on dit en anglais, et ensuite viendront les questions des revendications. Mais c'est un processus long, et aujourd'hui, aucune revendication effective n'est en cours, mais le processus est en marche. Voilà. Je profite de la présence d'Alexandre Gicquelot pour lui demander, président de Drouot Patrimoine, si Drouot accueille à bras ouverts, je m'en doute, les ventes des collections Aristophile. Vous commencez par une exposition la semaine prochaine. Si on peut lui offrir un micro pendant quelques instants. Alors, présence de Drouot en dehors des ventes annoncées. Oui, très rapidement. Évidemment, c'est le rôle de Drouot d'assister la maison Agut dans l'organisation de cette vente qui est considérable dans toutes ses répercussions sur un secteur qui, en France, est encore aujourd'hui
très important et très vigoureux, qui est le secteur des livres, manuscrits et autres. Et nous avons considéré au conseil d'administration qu'il était de notre devoir d'assister au maximum et d'apporter toute la disponibilité possible de l'hôtel des ventes pour ces ventes qui seront très importantes dans tous les sens du terme. Et il y aura des maisons de vente de Dreux qui seront dans la fine équipe que va réunir avec la bénédiction des sages. La procédure est en cours. Les rendez-vous, c'est la semaine prochaine, pré-exposition sur 4 jours de la première vente, et puis la première vente dont la date est déjà fixée, annoncée, le 20 décembre à Dreux. Exactement. Merci Alexandre Gicquelot. Il est grand temps, et je sais que vous piaffez d'impatience, de vous demander de poser les questions, les bonnes questions, celles qui n'ont pas encore été posées. On commence par Vincent Noss. Est-ce que je peux vous demander ce qu'il en est des certificats d'exportation du SAD et des pièces d'importation ? Eh bien, les demandes de passeport ont été faites. Aujourd'hui, voilà, les demandes d'exportation ont été formulées et on attend les réponses, j'ai envie de dire. Voilà. Le système est simple. On aurait pu envoyer 130 000 demandes de passeport, puisque là, le passeport doit être demandé pour un manuscrit au prix 0. Donc à partir d'1 euro, on demande le passeport, donc on aurait pu envoyer 130 000. Ça n'aurait pas été raisonnable. Je ne pense pas qu'il y ait 20 000 personnes capables de donner satisfaction et de renvoyer les demandes et les étudier. Donc on a pris un système simple, en bonne intelligence avec l'État. C'est qu'on prépare une vente très en amont, on fait les demandes de passeport correspondant à cette vente et on imprime une fois que tout est au point. Il n'y a pas de revendication. On veut, quand on imprime, être au courant de ce qui se passe, si vous voulez, de façon avancée, de façon à ce que l'État, avec nous, face à ces demandes, avance de la même façon que nous, on avance, de façon régulière. On a une chance, c'est d'avoir connaissance très longtemps à l'avance de toutes les œuvres que nous avons. Et donc, ça nous permet d'être, comme je le disais tout à l'heure, dans un mode de fonctionnement prédéfini avec l'État et les différentes instances concernées pour que les choses se fassent de façon effectivement le plus claire possible au moment de la vente. Et ça, c'est la chance d'avoir, qui est assez exceptionnelle, 6 ans de vente prévue devant nous, ou plus. Question encore, allez-y. Quand on fait la comparaison avec les ventes de Petier, de l'héritage, c'est bizarre aux collectionneurs. Oui, on peut faire la comparaison. C'est la 50e vente Petier dans quelques jours à l'Opéra Comique par David Nordman, l'étude Adair. 50 ventes de 300 lots d'estampes, on est à 15 000. Là, on est à 130 000. 10 fois. Moi, je fais la comparaison, mais voilà. Avec un facteur 10. Ouais. Et ça a été étalé dans le temps depuis la mort. Oui. Vous avez parlé des 18 000 épargnants. Sur un lot qui sera jugé sans prix marteau, combien reviendra aux épargnants et par quel circuit? Alors, c'est très simple. Il n'y a pas de frais vendeurs et nous avons des honoraires sur les acheteurs et les fonds sont versés soit si c'est un propriétaire seul, donc il nous a missionné, il sera versé directement. Si c'est une indivision, ça sera versé à l'administrateur qui le répercutera et le partagera selon les pourcentages attribués à chacun. Si c'est adjugé 100, le ou les propriétaires percevront 100. Est-ce que vous entendiez dans votre question qu'ils ne retrouveraient peut-être pas, puisque vous avez utilisé le mot d'investisseur, leur mise? C'est ça à quoi vous faisiez allusion en posant la question? Non, pas du tout. D'accord. La première vente qui ne sera pas exactement pareille que la seconde ni que la troisième. Chaque œuvre est une œuvre différente et souvent les gens nous disent quel est le pourcentage de ce qu'on va récupérer par rapport à notre investissement. Ben, ça dépend, c'est la vie, ça dépend de ce que vous avez acheté. Quand on va voir chez un particulier, on va voir une commode, il nous arrive de dire 500 €, il nous arrive de dire 50 000 € selon la commode. Et là, ça sera fonction du bien qu'il possède. Question toujours. Allez-y, allez-y. Excusez-moi, on ne vous a pas entendu.
manuscrit de Sade, c'est une indivision, effectivement. Sophie, vous savez? Alors, pour le rouleau Alors, Maud Vignon pour la réponse. Pour le rouleau de Sade, vous avez plusieurs centaines d'indivisaires. Pour ce qui est des montants Aristophile investis, plusieurs millions également. Je peux pas tellement vous préciser ces données. Peut-être que le revenu français voudrait savoir combien était la part de Sade, c'est ça? Ah, ça dépend. Je crois que c'était, de mémoire, environ 5 000 €, mais je ne suis plus très sûre. Ça dépend aussi de la durée des contrats. Voilà, exactement. Les contrats étaient prorogés, donc parfois la part changeait. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez, pour les expertises, je réponds à votre question en n'y répondant pas en définitive. Pour les expertises et pour le travail que nous faisons, évidemment, de temps en temps, on est tenté toujours de voir ce qu'il y a derrière, combien ça a été payé. Mais tout ça ne nous concerne pas. Nous, notre travail, c'est de faire la promotion au maximum, faire le meilleur catalogue et faire l'expertise et retrouver le prix du marché le meilleur, qu'il n'y ait pas un client qui dise « dommage, je n'ai pas été averti de la vente ». C'est ça notre travail. Par contre, le prix d'avant, c'est avant. C'est avant. Et ça, même les experts, on leur a vraiment demandé de ne pas se laisser influencer, parce qu'autrement, c'est on est mal conseillé, si vous voulez, si on fait ça. Et c'est pas bon. Pour les internautes qui n'entendent pas les questions, la question du revenu français était de savoir à combien était proposée la part de Sade quand le manuscrit a été présenté en indivision. Et la question de Jérôme Dupuis de l'Express, c'était de savoir combien toucheront les vendeurs pour un prix adjugé à 100. Voilà. Pour l'adjudication, et Claude Agut a répondu sur les frais vendeurs, pas de frais vendeurs, les frais acheteurs, classique. Question? Simplement, les experts, quand eux ont fait leurs estimations en vue des ventes, est-ce qu'ils ont trouvé un gros différentiel, même s'ils n'en ont pas tenu compte, avec ce qui avait été affiché? D'accord. Je reformule la question d'AP pour les internautes. Donc, est-ce que les experts qui consultent les documents et doivent les valoriser constatent un gros différentiel par rapport à ce qu'on sait de la valorisation aristophile? Bien évidemment. Claude Oterello pour la réponse. On connaissait le prix d'achat et le prix de vente, mais il ne faut pas systématiser. Quelquefois, curieusement, notre estimation était proche du prix d'achat, et des fois très éloignée. Voilà. Mais encore une fois, on n'a absolument pas tenu compte, et même sur la plupart des documents, on ne s'est même pas amusé ou intéressé à regarder les achats et les ventes d'Aristophile. Question suivante. Disons, les estimations ont été faites en âme et conscience, en se disant, de toute façon, comment estimer une pièce? Déjà, en se disant, moi, à ce prix-là, est-ce que je suis acheteur ou pas? Si je ne suis pas acheteur, c'est que c'est beaucoup trop cher. Mais si c'est Daniel Philippaki qui achète, il peut estimer que Daniel Philippaki, il est comme les autres. Je veux dire, il n'achète pas n'importe quel prix. Ce sont surtout ces grands amateurs qui n'achètent pas à n'importe quel prix. Question? D'autres questions? Oui, que deviens Gérard Berrettini? Vous avez des nouvelles? À lire le Figaro, apparemment, il vit quelque part dans le Midi. Je crois qu'il a été laissé en liberté sous caution. On disait cet été qu'il était souffrant. La question était comment va Gérard l'héritier? Est-ce qu'on a de ses nouvelles? Je crois qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont ses coordonnées ou qui savent le joindre par l'intermédiaire de Maître Triboulet. Rien ne vous empêche de poser des questions. Voilà. L'affaire, sur le plan pénal, on n'en a pas parlé, mais l'affaire suit son cours. Mais on a rappelé tout à l'heure que le cours de la justice pouvait être long et lent. Quelle promotion vous avez faite de cette vente à l'étranger? Parce qu'en fait, ça s'est fait là maintenant dans des délais assez courts. Donc est-ce que les œuvres ne voyageront pas? Elles ne peuvent pas voyager. Comment les étrangers sont au courant de cette vente? Je reformule la question de Béatrice de Rochebois du Figaro. Comment avez-vous fait la promotion de ces ventes à l'étranger? Claude Agut? Ah non, vous répondez, mais on a... Sophie, vous répondez? Oui, le dit. Réponse de Sophie Perrine et Claude Agut. On a voulu garder
cette première réunion comme démarrage, si vous voulez, de la publicité, qui maintenant va se lancer avec les moyens habituels, qui sont les gazettes françaises et étrangères, gazettes internationales, et là, tout ce qui est moyens rédactionnels et moyens publicitaires de promotion, si vous voulez. On a beaucoup de sites internet, on a beaucoup de quotidiens étrangers, mais à partir d'aujourd'hui, tout va partir. Aussi bien aux États-Unis qu'à Londres, qu'en Europe. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ, cette réunion. Voilà, et je rappelle, pour l'exposition inaugurale, vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous n'avez pas donné les dates. Donc c'est du 21 novembre au 24 novembre, salle 9 à Drouot, qui est la salle du rez-de-chaussée quand vous entrez sur la gauche, qui est la plus jolie salle de Drouot. Et je parlais avec un journaliste tout à l'heure, si quelques-uns veulent venir prendre des œuvres en photo, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faudra nous contacter pour venir un tout petit peu avant, ou voilà, avant l'ouverture, parce qu'après c'est un peu plus compliqué. Autre question? Est-ce qu'on s'en tient là? Si, peut-être une dernière. Est-ce que vous communiquerez au fur et à mesure des ventes sur les top lots, ce que vous avez appelé au fur et à mesure des ventes, ou est-ce que dès à présent, même si c'est sur 6 ans, on sait quelles sont les œuvres phares qui vont être mises en vente? Réponse de Sophie Perrine à la question d'AP qui était est-ce qu'on pourra savoir à l'avance les lots phares des ventes ultérieures? Voilà, on va tenir tout le monde en haleine, comme on l'a dit. Dans cette exposition inaugurale, nous allons mettre quelques œuvres que nous avons sélectionnées, dont les 2 volumes Saint-Jérôme, dont M. Benelli a parlé tout à l'heure, qui est une très jolie, 2 très beaux livres, et quelques-unes des lettres de peintres, des livres d'heures, mais nous en avons beaucoup d'autres. Le rouleau, bien sûr, sera exposé puisqu'il est vendu le 20 décembre. Mais nous mettrons 2 vitrines avec des œuvres futures, mais c'est loin de représenter tous les top lots de la collection. Donc ça s'étalera sur plusieurs années, de façon à vous laisser la surprise sur ces 6 années. Voilà. Il y a un commissaire-priseur qui est apparenté à la famille Saint-Exupéry qui veut savoir quand vous vendrez ce qui est de Saint-Ex dans les ventes. Alors, Saint-Exupéry, tout ça est à l'étude à partir du mois prochain. Pour l'instant, on n'a pas fixé de date. Il faut déjà qu'on avance dans la connaissance de la collection parce que nous n'avons pas une connaissance totale de la collection. Pour l'instant, on a travaillé sur les propriétaires privés, les Amadeus. On commence à partir du moment où on fait une vente inaugurale, on commence à connaître les œuvres, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas encore, qu'on a vu passer très vite lors du pointage. Enfin, moi, je n'y étais pas. Mais après, on détermine des thématiques et on va travailler chacun avec les experts. Et en avançant, je pense que voilà, ce qui s'est passé avec Ariane Adeline, ça va se reproduire peut-être, j'espère. Voilà, en sortant une œuvre, on les fait travailler. Ariane Adeline a travaillé, je crois, 15 jours, 3 semaines. Elle était la dernière à nous rendre sa fiche. Mais du coup, pour une bonne surprise. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à effectivement attribuer ce volume de Quinte-Cure, ce qui est quand même quelque chose. Voilà, donc pour Saint-Exupéry, de toute façon, vous serez bien avertis. Et en plus, on ne va pas trop tarder, je pense, parce que Saint-Exupéry est très à la mode en ce moment et se vend très bien. Voilà. Oui, j'ai une question à Claude David concernant le fait qu'il ait choisi de rencontrer quelques 3000 investisseurs un peu partout en France. Pourquoi est-ce que vous avez voulu avoir ces échanges avec eux et quelle a été la teneur de ces échanges? Alors, la question était pour les internautes. Vous avez rencontré de très nombreux investisseurs des collections Aristophil. Pourquoi ces rencontres et quelle était la teneur des échanges que vous aviez avec eux? Bon, quand on a été nommé pour cette opération, évidemment, le téléphone a commencé à sonner de personnes plus audacieuses que d'autres, m'expliquant un peu ce qu'il en était. Un coup de fil, c'est 45 minutes avec une personne. Parce que ces personnes, j'ai compris que ces personnes avaient vécu cet arrêt de la société Aristophil ça a été épouvantable. Pour d'un seul coup, toutes leurs économies qu'ils avaient placées dans un endroit merveilleux, dans un musée, avec des objets historiques, boulevard Saint-Germain, avec des gens connus qui y allaient régulièrement, c'était parfaitement sécurisé. Et d'un seul coup, paf. Et après, pendant 3 ans,
ils ne sont pas très au courant, même pas au courant du tout, mais ils en voulaient à la justice. Alors que je leur ai dit, mais non, mais la justice, je leur ai expliqué, la justice n'a jamais eu à traiter, ce n'est pas une assistante sociale qui va traiter ces opérations. Donc pour eux, le fait de pouvoir me parler au début, quand on a démarré, était très rassurant et je me suis rendu compte que c'était utile. C'est pour ça que, à tort, à raison, peut-être mon côté SOS Amitié, si j'y suis allé pendant une période quand j'étais gamin, et pas mal, enfin, j'y allais le soir. Donc peut-être mon côté SOS Amitié. Je croyais que vous étiez à la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Neuilly, mais également, non. Également Saint-Vincent-de-Paul, à Bourges. Donc le fait d'être comme ça a fait que j'ai voulu rencontrer les gens et me mettre un peu en face d'eux. On a eu des réunions ici, la salle était pleine, et les gens arrivaient avec un visage crispé, et au bout d'une heure, ils se détendaient. Ils se détendaient parce qu'ils se rendaient compte qu'on s'occupait d'eux. Et on leur expliquait comment on faisait les transports, ils avaient peur que ça soit mis dans un hangar, ils avaient peur d'abord, est-ce que les œuvres existent? Ils avaient peur. Est-ce que ce sont des photocopies ou des œuvres réelles? Est-ce qu'elles sont... Donc, ah oui, mais ils avaient peur de tout. Tout leur faisait peur, ils n'avaient pas d'infos, donc je les ai rencontrés. Et également, si vous voulez, beaucoup ont dit, on est d'accord pour vendre avec vous, on ne voulait pas également que les œuvres soient récupérées, pas uniquement par esprit commercial, parce qu'évidemment on est content de vendre le maximum, mais également on ne voulait pas que les œuvres soient récupérées par les uns et les autres, qu'ils les vendent de façon dispersée. Il y aurait eu 200 petites mini-ventes aristophiles dans les 6 mois à venir, c'était la catastrophe. Donc il fallait éviter tout ça, il fallait recentrer. Et en les rencontrant, il y avait le côté d'abord humain qui était important, et également il y avait le côté logistique qui faisait que nous, on arrivait à maîtriser les choses pour éviter ces ventes sauvages qui auraient été très mauvaises pour l'image d'Aristophile. Ils étaient tous d'accord pour vendre, mais personne n'a convaincu. La question était, est-ce que les associations de vendeurs, il y en a plusieurs, étaient d'accord pour vendre? Avez-vous eu du mal à les convaincre? Non, les gens sont globalement vendeurs. Les conditions qu'on leur fait sont quand même attractives au point de vue financier. Je leur explique que s'ils possèdent une lettre de Ronsard, une lettre du général de Gaulle et une lettre de Napoléon, s'ils les prennent et s'ils les vendent chez eux, on va vendre boum, 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 une lettre du général. Alors que nous, on va vendre tout ce qui est Ronsard en même temps. Donc, le système leur convient, le côté financier leur convient, et en plus, on peut garder ces œuvres dans le bunker qu'on a mis au point dans des conditions parfaites. Donc, ils sont facilement, on peut les convaincre facilement, mais il fallait leur expliquer. Et ces visites, en plus du côté humain, qui est très important, qui était vraiment le démarrage, ces visites ont été utiles dans ce but. Voilà, j'espère que... Si vous... La question porte sur la première vente. Qu'est-ce qu'il y aura comme... Dans la première vente, il y a à peu près 200 lots, ou 192 exactement. Ce qu'on appelle les top lots, je dirais que c'est des œuvres à plusieurs millions, vous les avez sous les yeux, la plupart. Il y en a 3 ou 4, oui, il y en a 3. Et après, vous avez beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres estimées entre 50 et 100 000 euros. Voilà, ça c'est le deuxième palier. Et le troisième palier. Oh, ben là, vous en avez une vingtaine, une trentaine. J'ai pas encore fait le calcul. Quelqu'un l'a fait ici, mais c'est la plus grosse proportion. Non, voilà. Voilà, et en même temps, on rappellera les 2 rendez-vous, donc la semaine prochaine du 24... Dès mardi, oui. À partir de mardi prochain. Pour 4 jours à Drouot, voilà. À la salle 9, la présentation de la vente inaugurale et... Voilà, il y aura la majorité des lots, pas tous les lots. On a laissé, voilà, mais en tout cas des lots représentatifs de toutes les familles et de la collection Aristophile dans son ensemble. Et la première vente, donc, le 20 décembre à Drouot, voilà. Sous l'autorité de maître Claude Agut. Et ne partez pas sans prendre le petit communiqué de presse qui résume un petit peu tout ce qu'on vous a expliqué, avec une petite erreur, mais qui est due à l'impression qui était faite la semaine dernière. Vous ne mettez pas M. Vigne, puisqu'il ne fait pas partie du collège d'experts. Donc je vous l'ai bien dit, ne retransmettez pas cette erreur. Voilà. Une seconde erreur, parce qu'elle est importante. Le manuscrit du Quinte Curse contient 16 miniatures en semi-grisaille et non pas 12. Donc
voilà. Voilà, tout ça permet quand même de souligner la qualité du travail de présentation de l'ensemble de ces ventes qui a été mené par Élodie Jean-Christophe Foreau et In the Mood dans un délai de temps relativement bref. Voilà. Merci à tous et à chacun d'être venus pour la présentation de ces ventes des collections Aristophil par la maison de vente Agut.